virologique au niveau de l'ICG. Sans trop tarder, il y a beaucoup de choses à dire, mais je vais rester sur ce point. Le deuxième cas, je vais essayer de décrire la base de données comme suggéré professeur Abdel Vallée et professeur Ali en termes épidémiologiques. TLP, l'état lié population. Je commence par la triade TLP, la population. Par rapport à la population, si vous regardez sur le tableau, vous trouvez que les cas suspects représentent 98% de ce qui est envoyé à la PCR et 2% pour les décès. Donc, le taux de décès, l'ensemble des décès, c'est 2%. Quand j'ai tenté, moi, je n'aime pas tirer des conclusions. Mais quand je regarde le taux de mortalité par rapport à la mortalité normale en Mauritanie, j'ai calculé un p-value. Je n'ai pas trouvé une différence significative entre le taux de mortalité pour la première vague. Pour la deuxième vague, c'est différent. On va revenir. Donc, je n'aime pas tirer des conclusions parce que je suis là. Mon objectif, c'est de décrire. Je ne tire pas de conclusion ni de comparaison. Je suis dans une démarche de décrire et décrire seulement. Donc, je n'aime pas tirer de conclusion, mais je montre seulement que la mortalité des pourcents et à Nouakchott, est-ce qu'on sous-estime? Parce qu'on va voir par rapport à l'intérêt du pays pour les lieux ou la provenance des régions. Je reste aussi sur ces éléments, je ne développe pas plus que ça. Les lieux, si vous regardez, Nouakchott seul a bénéficié de 97% des PCR dépistage. Et l'ensemble des wilayas, les 13 wilayas, les 12 wilayas, ont bénéficié de 3%. Donc, toutes les informations ici de Nouakchott et sur la population nouakchottoise. Donc, aussi, je n'aime pas tirer des conclusions, ni tirer, mais un élément de réflexion. Est-ce qu'on a ce qui passe chez nous, faute des moyens, ou faute de logistique, ou faute de PCR. Je reste aussi sur cet élément sans trop tarder. Et si vous regardez aussi pour les décès, si vous regardez le total décès par rapport au Nouakchott et par rapport au l'intérieur du pays, directement la différence. Par rapport au suivi, et par rapport à la diminution des CT, moi, je n'aime pas parler de charge virale, comme les gens parlent souvent, parce que ce qu'on fait, c'est une PCR qualitative. Donc, il n'y a pas de logarithme pour suivre les malades. Mais en matière de suivi les CT, je n'aime pas aussi trop développer les CT parce que c'est tellement technique, je vais rester sur les généralités. Si on regarde qu'il y a une diminution de CT, la valeur, le cycle thermique diminue en fonction du temps de suivi. Donc, les malades qui ont dépisté les J1 ou J15 sont plus, si on peut dire, les CT sont plus élevés, pour ne pas dire la charge virale, parce que ce n'est pas une charge virale. Les CT sont plus élevés et les CT diminuent avec le temps. Et si on regarde de l'OMS, valeur 38 ou 37, qu'on déclare la guérison, on déclare la négativité. Donc, ça aussi, c'était montré dans notre expérience. Pour la courbe, le temps, ou la courbe épidémiologique. Si on regarde la courbe, on voit des pics. La première vague et la deuxième vague. Cependant, moi, je ne suis pas pour cette option parce que moi, je crois qu'on est toujours dans la première vague. Pas première vague, deuxième vague. Les événements qui ont passé. Donc, je parle de la première partie. De février, les semaines, la première semaine jusqu'au la 12e, 10e semaine de l'année 2000. Ici, c'était les mesures drastiques. La Mauritanie a anticipé la fermeture des frontières, l'aéroport a été fermé, toute personne venant à Nouakchott a été. À partir de la semaine 13, qu'est-ce qui s'est passé? C'est les vols qui ont été reçus de l'Europe et qu'on autorisait les gens de rentrer sans confinement. Cet événement-là, est-ce que cet événement est associé à les premiers cas qui ont été déclenchés la première vague? C'est clair qu'à partir de la semaine 23 mai, la semaine 23, il y a la montée des cas et l'augmentation. Juste après cette phase aussi, il y a aussi les mesures qui ont été reprises. Vraiment, il y a des fermetures entre les wilayas,
il y a les fermetures des écoles et l'ensemble. Et on assiste toujours à des cas PCR détectables, malgré que le dépistage a été ou la surveillance a été relâchée. Il y a une évaluation mi-parcours qui a été menée par le ministère de la Santé. Si le professeur Sidi Zahab est là, je parle sous contrôle de notre directeur général de santé, Sidi Zahab. Ici, il y a une évaluation. Il y a des conclusions qui ont été tirées qu'on doit vraiment que la Mauritanie, comme dit le professeur Abdallahi, que la Mauritanie a été modèle de la maîtrise de la. On a sorti avec beaucoup de crise de la. Cependant, si vous regardez vers la semaine 47, il y a des événements, il y a la grande fête de Tabaski, il y a un grand mouvement qui est passé entre la Mauritanie et les Sénégalais sur la région. Deuxième, il y a la réouverture scolaire qui a été faite à ce moment-là. Et troisième événement grand, il y a les festivités de l'indépendance, déplacement grand. Et suite à cet événement-là, on assiste à la montée de la courbe. Est-ce que cette deuxième montée est associée à un événement ou à un ensemble d'événements? Moi, je ne peux pas dire, je ne peux pas confirmer cette information, mais je suppose que ces événements-là ont eu un impact sur la deuxième vague, qui est une montée plus grande. Et toujours, on assiste jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à la troisième semaine du mois de 2021, les cas sont toujours détectables et supérieurs à baseline. Si on considère que baseline, c'est les 3 cas ou les 4 cas qui ont été enregistrés au début de la pandémie. Aussi, je ne vais pas tirer des conclusions, mais je suis toujours dans l'objectif de décrire. Mais ici, décrire, regardez que la positivité et la PCR a été toujours entre la calmie ou la phase intra-pandémie, la phase intra-pandémique, comme on le dit en épidémiologie. Toujours, on assiste à des enregistrements de cas, des fixations des cas qui montent et qui descendent en fonction du nombre de prélèvements. En vert. Ce qui est en vert, c'est les prélèvements reçus, les cas négatifs, et en rouge, les positifs. J'allais dire ça au début pour mieux comprendre la courbe. Pour le type de prélèvement, ici, ça aussi, c'est notre expérience personnelle parce qu'on a commencé avec les recommandations de l'OMS de faire le prélèvement par voie orale, oropharyngée. C'est le prélèvement qu'on a pratiqué partout. On a effectué plus de 2 tiers de notre échantillon en oropharyngée. Prouve que certaines recommandations de publication, que la bouche ou la cavité buccale contient des endonucléases, des RNAs qui peuvent détruire les virus. Et ça, que sur 8000 cas de positivité et sur 6000, la moitié presque, on a et le prélèvement nasal est plus efficace. C'est qu'on a amélioré notre stratégie pour opter, et actuellement on fait que le prélèvement par naso. Ouais. L'algorithme utilisé au niveau laboratoire d'algorithme avec le comité scientifique, comme le professeur Balvalé a parlé, notre comité scientifique. Ici, on a commencé comme l'ensemble des pays par les premiers algorithmes qui cherchent les gènes de l'enveloppe. Si j'ai une enveloppe positive, je suis dans la famille de Corona. Et donc, on a utilisé l'algorithme de l'OMS. Et ici, c'est l'hélicoptère, laboratoire, le master mix. Je ne vais pas parler des aspects virologiques. Ici, c'est les courbes d'interprétation des résultats. Je ne vais pas faire aussi. Je vais passer directement. Ça, c'est le profil d'interprétation, comment interpréter, comment valider. Si ça, c'est. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps, mais je vais stimuler un débat autour des points suivants.
deuxième vague. Quelle stratégie de surveillance? Est-ce qu'on fait une surveillance sentinelle de la grippe pour documenter la situation, des échantillons par semaine, limités dans un limité, une surveillance exhaustive comme la tuberculose? Qu'est-ce qu'il nous faut? Donc, il faut trancher pour voir, parce que c'est des frics, c'est des stratégies, c'est des mobilisations, il faut la coordination. Dans le cadre de la coordination, qu'est-ce qu'on doit opter pour quel type de surveillance? Ça, c'est le premier élément de réflexion qu'on doit trancher et que c'est un point essentiel. Quel type de surveillance convient à la Mauritanie? Pour répondre à cette question, il faut répondre à plusieurs points. Le premier point, c'est les rôles des laboratoires. Est-ce que nos laboratoires, parce qu'il y a les laboratoires de diversité, il y a les laboratoires privés, il y a quelle répartition des tâches entre les laboratoires et quelle gouvernance et quelle utilisation et exploitation des laboratoires? A montré que tous les pays doivent revoir en interne leurs capacités et les valoriser. Parce que le mot d'ordre, ce n'est pas de faire, mais c'est rationaliser. C'est le mot d'ordre. Covid a donné à tous les pays un seul mot d'ordre. Rationaliser, être rationnel. Donc, les capacités, est-ce que des tests dans le laboratoire, est-ce qu'on doit caractériser, est-ce que les pilons nucléaires, beaucoup de questions que je n'ai pas le temps de soulever. Donc, les personnes à tester, on doit tester qui et comment? Les pays, on a vu 3%. Donc, cette question aussi, je laisse ça pour le débat. Troisième point, les tests, il y a beaucoup de tests et beaucoup d'algorithmes. Et actuellement, la Mauritanie, il y a 3 laboratoires qui commencent la PCR. On doit parler le même langage. Si l'université de même aussi, qu'est-ce qui est positif, qu'est-ce qui est négatif, comment valider. Donc, il faut aussi normaliser toute cette partie. On va utiliser l'antigène maintenant. L'antigène, il faut la date de vie de maladie, il faut bien l'utiliser. Donc, beaucoup de questions en matière. Est-ce qu'on va faire la culture du virus? Est-ce qu'on va amplifier le séquençage, etc., etc., etc. Et c'est ça, je vous remercie.